3, 2, 1. Here we go! Three, two, one. 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 Here we go! Bonjour tout le monde, bienvenue. On espère que vous êtes en forme pour suivre notre présentation. Moi, je suis Noémie Lenanker, il y a Fabienne Indré Ducetti et Christophe Lefebvre de Robur. Et on va commencer la présentation. Hop. Alors, du coup, moi, je suis Noémie Lenanker, comme je viens de le dire. Je suis designer de mode et designer textile. Donc, j'ai suivi un bac économique et j'ai réalisé un bac en sport-études handball. Donc, j'aime bien ce côté lien au sport parce que
pour beaucoup, ça a été un hors-sujet pendant mes études, mais ça m'a appris énormément de valeurs et ça m'a beaucoup forgé. Du coup, je tiens à le valoriser dans mon parcours de designer. Et aussi, ensuite, après mon bac, j'ai réalisé une mise à niveau et un BTS design de mode et une licence que j'ai réalisée au lycée Sévigné de Tourcoing. Je suis désolée, il y a beaucoup de soleil dans mon visage parce qu'à Lille, il y a toujours beaucoup de soleil. Donc, je fais une petite aparté si on ne me voit pas très bien. Après, sur mon parcours, donc, j'ai été styliste chez Kiabi. Donc, j'ai fait quelques mois dans la grande distribution parce que j'avais envie justement de voir comment ça se passait à la fois dans le vestiaire homme, mais aussi dans la grande distribution. Et j'en ai profité après par opportunité pour aller sur Paris et là voir un autre segment du design qui est chez des créateurs où là j'ai pu apprendre énormément sur la partie matière et accessoires, comment on choisit une matière, comment on choisit un accessoire dans un vêtement. Et je me suis rendu compte, j'ai eu 2 expériences qui étaient un peu diamétralement opposées, très intéressantes, mais voilà, j'avais du mal à me retrouver dans ces expériences-là. Et j'ai eu l'occasion, parce que je continue à faire du handball au-delà de mes études et de mes expériences professionnelles, de faire un break pendant 2 ans. En fait, j'ai fait principalement du handball, donc j'ai été joueuse en National 1 et on m'a proposé d'être chargée de communication dans le club. Donc, gros changement parce que je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Au bout de ces 2 années-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas encore tout à fait ce que je voulais faire. Je me suis dit, je vais voir ailleurs si j'y suis. Donc, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie aux États-Unis. Et en fait, sur la route du retour, une entreprise belge m'a proposé un contrat de styliste en Thaïlande avec l'idée du coup de créer des produits pour la licence Dacia de chez Renault pour faire du vêtement de travail et aussi pour le guide du routard, faire des vêtements promotionnels avec l'idée à chaque fois de dessiner, mais de faire tout de suite le suivi dans les usines. Donc là, hyper intéressante comme expérience. Et à la fin de toutes ces premières expériences, je me suis dit, j'ai énormément appris, mais je ne sais toujours pas exactement ce que je veux. Et ça ne correspondait pas encore tout à fait à mon besoin de créativité. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer mon entreprise. Et du coup, en 2011, donc à l'âge de 25 ans, donc j'étais toute jeune, toute naïve, je me suis dit, pourquoi pas proposer ma propre version du design en me disant j'adore imaginer des produits, mais j'ai pas envie forcément de travailler qu'avec des gens de la mode, j'ai aussi envie de travailler avec des gens qui s'habillent tous les jours pour aller travailler et qui ont des contraintes notamment de j'ai chaud, j'ai froid, je travaille dehors, je travaille dedans, je bouge comme ci, je bouge comme ça. Donc avec une vraie volonté de m'adapter en fait à leurs besoins d'usage. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours de création d'entreprise jusqu'à arriver à la création de la société Telae Design en 2014. Du coup, je vais vous présenter cette société qui est en fait un studio de co-création textile dédié aux professionnels. Donc, pourquoi je parle de studio? Parce qu'en fait, c'est un lieu que vous voyez un petit peu derrière moi où on retrouve des compétences liées au design et aussi des outils qui aident à la création des vêtements. On fait de la co-création parce qu'on imagine, on crée, mais surtout on accompagne parce que nos clients sont à la fois des entreprises qui peuvent être du textile, de la mode, mais aussi des entreprises qui peuvent travailler dans le bâtiment, dans le médical, dans la restauration, bref. On est ouvert à tous les professionnels et on va leur créer, que ce soit des vêtements de travail, des accessoires, un peu tout ce qui a trait au textile, parce que le textile est partout autour de nous, sur nous, mais sur nos rideaux, sur nos moquettes, enfin du textile, il y en a vraiment, vraiment partout. Et du coup, par rapport à ça, ça a été une expérience, et c'en est une d'ailleurs encore tous les jours, la création d'entreprise, parce que, et notamment cette année, ça a été un vrai challenge. Justement, le Covid a un peu perturbé les lignes, dans le sens où, en fait, il a fallu, j'ai passé pas mal de temps à me poser des questions sur quelle était la singularité de mon entreprise.
Et là où j'avais un projet de développement qui était d'accompagner mon client de l'idée à la livraison du produit, le Covid m'a permis de me poser des questions et de me dire finalement la particularité, l'intérêt, l'avantage que je propose à mes clients, c'est surtout sur la première partie qui est d'imaginer et de créer. Et après, de pouvoir collaborer notamment avec des fabricants, comme ici avec Robur aujourd'hui, pour finalement tirer le meilleur de nos savoir-faire et de nos compétences. Et parce qu'à plusieurs cerveaux, on réfléchit toujours mieux. Et surtout, c'est une plus grosse source d'innovation au profit du projet, mais aussi au profit du client. Du coup, tout ça m'a permis de repositionner la singularité, notamment de finaliser une vidéo qui présente un petit peu tout ce travail. Laurence, Aurélien et Rémi sont vos collaborateurs, mais ils sont aussi des super-héros. Vous ne l'aviez pas remarqué? C'est normal. Vous êtes des leurs. Chaque jour, vous allez travailler. Vous changez le monde. Vous prenez soin des autres. Vous construisez demain. C'est pour ça que nous avons à cœur de vous créer des uniformes à la hauteur de votre mission. Pour vous sentir bien. Pour vous sentir beau. Pour en être fier. Parce qu'il n'y a pas de super-héros sans son costume. Laurence, Aurélien et Rémi sont vos collaborateurs. Laurence et Rémi. Hop. Alors, voilà un petit peu la présentation et le leitmotiv de Telaï Design. Donc, il n'y a pas de super-héros sans son costume. Du coup, nous, par rapport à ça, chez Telaï Design, on est, comme je le disais, vraiment, notre valeur ajoutée, elle est vraiment sur s'inspirer et sur créer. Et du coup, là, je vous présente vraiment le processus un peu global, tout le parcours de conception et la vie du produit. Et en fait, tout ce processus est intéressant dans la création parce qu'on ne crée pas un produit, voilà, ça ne tombe pas du ciel, entre guillemets, l'inspiration. C'est au contraire, le point de départ est bien le problème, le besoin du client. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, comment il bouge, quelles contraintes justement il a dans son métier pour pouvoir s'inspirer du marché, s'inspirer des tendances et ensuite pouvoir créer le dessin, prototyper la maquette, mettre au point tout ce qui est le dossier technique pour arriver finalement à la fabrication. Donc, ces quatre premières étapes sont vraiment de la conception. Et après, on arrive à de la fabrication en série. On a le produit, sa vie, sa deuxième vie, sa troisième vie. Maintenant, c'est des vrais sujets aussi dans la conception. C'est tout de suite anticiper comment va vivre le produit, voire directement son élimination. Et justement, en vous présentant le parcours un peu global, on voit tout de suite qu'en fait, il y a une complémentarité, une collaboration qui se crée à la fois sur la partie le designer qui s'inspire et qui crée, mais aussi le fabricant qui, lui, va fabriquer en série. Et on va pouvoir justement mélanger nos savoir-faire pour retirer le meilleur, voire trouver des nouvelles pistes d'innovation ensemble. Du coup, pour expliquer ma partie, avant de passer justement la main à Christophe Lefebvre de chez Robur, moi, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est un cas client qui, en fait, c'est un groupe de maisons de retraite
Alors, c'est dans le médical, mais forcément, il y a un lien avec, qui peut se faire très facilement avec la restauration, parce que il y a des contraintes techniques au niveau des matières, au niveau de l'utilisation du vêtement qui sont très particulières. Et là, par exemple, la blouse des maisons de retraite, comme elle m'a été demandée, au départ, c'était d'avoir une blouse, une nouvelle blouse qui soit identitaire par rapport au client. Mais du coup, de pouvoir, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'associer les besoins du client, mais aussi des utilisateurs. C'est-à-dire que ici, il y a le client, donc les dirigeants, les directeurs de sites, mais les utilisateurs, c'est tous les collaborateurs. Donc, c'est les infirmières, c'est les hôtelières, c'est tous ces gens-là qui vont porter le vêtement. Et c'est hyper intéressant d'associer les besoins des deux, parce qu'aujourd'hui, quand on dit uniforme, il y a très peu de gens qui sont ravis d'en porter parce que c'est rare qu'ils soient consultés finalement dès le départ et dès la création. Et c'est peut-être justement cette particularité-là qu'on a chez Telae Design, c'est qu'on ne crée pas sans avoir les dirigeants, le client, mais aussi les utilisateurs autour de la table pour savoir, parce que par exemple là dans cette maison de retraite là, il y a des usages qui sont particuliers et moi je sais pas ce qu'ils font. Donc le fait de passer du temps avec eux, de les observer dans leur quotidien et de comprendre que il y a des déplacements, il y a des mouvements, il y a des conditions d'entretien qui sont très fortes, ça permet tout de suite de les intégrer dans les phases de création. Du coup, ici, il y avait une vraie attente des dirigeants forcément à valoriser le lieu parce que en fait, ils veulent justement sortir du côté médical pour s'inscrire plus dans un lieu de vie. Donc, être un petit peu moins anxiogène pour les patients, mais justement de se dire c'est un lieu de vie où il peut se passer aussi des choses et du coup un dress code un petit peu moins formel, un petit peu moins blanc, un petit peu moins anxiogène, je pense que c'est le bon mot. Et après, la nécessité de rendre identifiables les collaborateurs, de pouvoir les repérer, à qui je peux m'adresser si j'ai besoin de quelque chose, et forcément de développer l'image de marque du groupe de maisons de retraite. Et par contre, les utilisateurs, ils veulent forcément se sentir bien dedans, pas être coincés, pas être contraints et forcément aussi se sentir beau, donc avoir une esthétique qui leur permette d'être un peu dans les tendances actuelles. Et du coup, par rapport à ça, à partir de ces besoins et de ces attentes, moi, j'ai proposé de travailler en groupe projet, donc un groupe composé de collaborateurs, donc d'infirmières, d'hôtelières et des directeurs de sites, mais et aussi les directeurs du groupe, pour ensuite proposer un concept de création qui casse un petit peu les codes. Et c'est là justement où en fait je me suis inspirée, vous le voyez en haut à gauche sur le mood board, de l'univers des hôtesses de l'air. Alors là, c'est un peu le grand écart, mais moi, je trouve toujours intéressant l'uniforme des hôtesses de l'air parce qu'il attire l'œil et en même temps, on voit qu'elles peuvent bouger. Enfin, en avion, c'est quelque chose quand même de très étriqué. Et pour autant, elles sont bien et elles arrivent à faire leur métier de la meilleure des manières. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas justement piocher là-dedans, à la fois des coupes un petit peu plus ajustées, mais en le contrebalançant avec des matières un petit peu plus stretch, mais aussi d'aller piocher des couleurs. Là où dans le médical, on a souvent l'image de la blouse blanche, se dire pourquoi pas aller prendre des couleurs, voire aller encore plus loin dans l'utilisation et la création d'un motif qui serait spécifique au client. Donc là, le groupe s'appelle Les Orchidées, donc il y avait une petite inspiration qui allait un petit peu de soi. Et donc, du coup, on le voit en bas à gauche sur l'utilisation une stylisation du motif qui revient du coup sur des parties de la blouse. Donc du coup, si je reprends un peu le processus de la création du vêtement, moi je me suis vraiment focalisée sur l'inspiration et la création.
Donc, forcément, pour s'inspirer, je suis partie du cahier des charges. Qu'est-ce qu'a besoin le client? Qu'est-ce qu'a besoin l'utilisateur? M'inspirer de qu'est-ce qui se fait déjà sur le marché pour proposer en fait un concept de création un peu différent et bien sûr les tendances de mode qui sont très intéressantes parce que dans l'uniforme et le vêtement de travail, c'est rare qu'on utilise les tendances alors que ce qui fait aujourd'hui que le textile et le vêtement est un support plébiscité dans notre vie de tous les jours, c'est justement ce rapport aux tendances pour arriver à la création à la fois d'un modèle de blouse, donc il y a eu un modèle homme, un modèle femme, et cette création de motifs. Donc moi, ma partie, entre guillemets, ma singularité, ça pourrait s'arrêter là. Et c'est là où justement, ça devient intéressant parce qu'on arrive sur une collaboration avec le fabricant. Voilà, et par exemple, Christophe Lefebvre de chez Robur, c'est de pouvoir lui confier, ben, voilà ce que j'ai créé, voilà comment j'ai imaginé le produit. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut réussir à choisir des matières? Comment on peut travailler ensemble pour arriver jusqu'à la fabrication en série des produits? Donc là, je vais donner la main à Christophe qui va justement présenter toute cette partie. Bonjour à tous. Donc en priorité, déjà, je vais vous présenter Robur pour que vous ayez un petit peu une image de qui nous sommes. Donc, c'est une entreprise familiale qui a bientôt 100 ans. Je dis familiale, on en est à la 4e génération, ce qui prouve que l'entreprise s'est perdurée au fur et à mesure des années, avec effectivement 450 salariés répartis entre la France et le Maroc, puisque nous avons un atelier de production en France à Mansour-les-Mines, 2 ateliers de production au Maroc et également une joint venture à Madagascar, pour une très grosse série. Tous les services supports, à savoir notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, le bureau d'études et l'atelier de prototypes, sont en France, à Lyon, où nous réalisons l'intégralité des prototypes pour l'ensemble de nos clients. Et puis, pour avoir un dernier chiffre, 1 700 000 pièces vendues par an, pour vous donner un petit peu la physionomie de l'entreprise. Donc voilà, pour reprendre la suite de Noémie, l'idée, c'est effectivement quand le projet nous est amené et qu'on l'échange avec le styliste, c'est de savoir, d'avoir les mêmes informations et de savoir exactement les tenants et les aboutissants du projet. Pour nous, c'est important de savoir qui vont être les utilisateurs, parce qu'on apporte beaucoup d'intérêt au confort des porteurs, et en coordination avec le styliste, de proposer des matières qui soient, par exemple, le 37.5, qui est une matière qu'on a présentée cette année, qui va créer un microclimat au niveau du vêtement, donc réguler la température et l'hygrométrie du porteur, ou proposer des vêtements plus techniques si besoin est, et pour respecter le travail du styliste en termes de visuel, de fluidité et de fonctionnalité. Donc, on va échanger tous ces points. Et il est important également pour nous de connaître aussi à l'extrémité de la chaîne comment les vêtements vont être entretenus, puisqu'on ne va pas choisir les mêmes matières ou les mêmes finitions de tissu, fonction de si c'est un entretien ménager à la maison ou en entreprise, en délaveuse particulier, ou alors si c'est de l'entretien industriel qui va avoir forcément des impacts plus importants sur le vêtement. Donc, fort de tous ces éléments-là, on va effectivement proposer un prototype. On va faire des phases techniques qu'on appelle le patronage et la gradation. Le patronage qui va avoir pour but de définir la dimension de chaque empiècement, de découper le vêtement en puzzle, on pourrait dire. Et puis la gradation qui va être de savoir ajouter des centimètres et des millimètres à droite et à gauche du vêtement pour que ce vêtement existe dans l'ensemble des tailles nécessaires au client final. Et puis donc, on va passer par des phases de premier prototypage, de ce qu'on peut appeler des toiles, des premiers essais, avant d'aboutir donc au prototype qui va être présenté au client et sur lequel on va avoir un retour sur le bien-aller, c'est-à-dire avoir un vêtement avec des dimensions, c'est bien, mais il se peut qu'une fois porté sur l'utilisateur, il y ait un ressenti qui soit parfois désagréable ou pas tout à fait adapté. Donc, on va pouvoir, et là toujours en partenariat avec le styliste, adapter, modifier et régler les éventuels points de blocage qu'il pourrait y avoir pour aboutir petit à petit à un prototype final
qui lui sera validé par l'ensemble des intervenants pour ensuite passer à la partie production. Donc cette partie production, après, va se faire sur le lieu France, Maroc, Madagascar en l'occurrence, et c'est les trois, on va dire, sourcing possibles que l'on propose et généralement qu'on va retrouver dans l'ensemble de la production industrie textile en fonction des besoins et des attentes. On peut effectivement orienter sur du Made in France avec une faible empreinte carbone et une vraie histoire et quelque chose d'important à proposer aux clients. Au Maroc, pour avoir un bon intermédiaire en termes de… on a une conception qui est faite en France, on a des tissus qui proviennent tous d'Europe et qui respectent l'ensemble des réglementations, que ce soit au Cotex ou REACH, mais avec un coût de façon moindre. Et puis après, sur des très grosses volumétries, on peut effectivement proposer une production, et nous on a choisi Madagascar, parce que on est sur une même culture, une même langue, un même fuseau horaire, donc ne serait-ce que quelques idées qui font qu'on travaille là-bas plutôt qu'en Asie, et qui peut répondre à d'autres besoins où là il y a une sollicitation économique beaucoup plus importante, en conservant de toute façon la conception intégrale en France. Et ce qui permet après de pouvoir remettre les produits fabriqués et contrôlés, bien évidemment, à réception et soumis aussi donc, au styliste qui aura été à la naissance du projet, en l'occurrence Delahaye, le produit fini. Voilà, Noémie. Ok. Du coup, pour revenir à ce processus, donc vous voyez qu'il y a différentes phases, il y a différents moments de rencontre justement entre à la fois le designer et le fabricant, mais il y a aussi un interlocuteur de choix qui peut être par exemple le CETI, donc le Centre européen des textiles innovants, avec Fabienne qui est avec nous aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est cette prise de recul du Centre européen par rapport à l'innovation, à la fois des matières, mais aussi des formes. Et le CETI peut intervenir à différents moments de ce processus-là pour apporter toute son innovation. Du coup, je vais laisser le partage à Fabienne. Bonjour à tous. Donc, voilà, donc effectivement, le CETI a pour ambition et pour action au niveau donc, des marques, des fabricants et des distributeurs dans le secteur de la mode, du sport, du luxe, des textiles techniques, de la santé et de l'hygiène, de favoriser tous les projets de création au niveau de la matière et donc du style, du design et des formes. Et donc, on est un centre d'innovation et l'objectif, c'est d'associer donc les métiers traditionnels de la mode tels que Noémie vient de le présenter à l'innovation digitale. Donc voilà, le CETI se présente sous cette forme. Donc le CETI est basé à Tourcoing. Comme on disait, c'est un centre de recherche. C'est un centre de recherche appliqué. Donc tout projet en fait qui nous est soumis par une marque, un client en fait qui vient au CETI avec une envie de travailler sur une fonctionnalisation, sur une nouvelle matière, sur une nouvelle fonction. Également, voilà, cherche à travailler sur du recyclage produit, créer de nouveaux fils avec notamment l'importance du développement durable et donc de la création d'un fil issu de vêtements récupérés, recyclés. Donc au CETI, nous avons des plateformes donc de filature, de tissage, de recyclage qui permettent donc de répondre à ces besoins. Et également, une de nos forces, c'est d'avoir une plateforme, un démonstrateur donc dédié à l'innovation digitale, donc pour accompagner ces métiers de création. Et donc là, avec un focus sur l'illustration par rapport à ce que vient d'expliquer Noémie et Christophe sur la partie développement produit. Au CETI, nous avons la particularité de montrer l'innovation au niveau du développement, c'est-à-dire de récupérer
les designs des créateurs, donc par exemple les dessins que Noémie a réalisés et va présenter donc en réponse aux besoins du client. Et donc, l'objectif, on est donc dans cette démarche maintenant de développement durable, ce développement durable qui est extrêmement important au niveau de la société, au niveau des jeunes générations. Il y a ce souci de mieux gérer les matières, de mieux gérer les déchets, de mieux gérer les pertes, de gérer un environnement, je veux dire, de protection de notre planète à tous les niveaux. Et comme on sait que voilà, il est dit que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. C'est une réalité si on considère que l'industrie textile dans son ensemble, comme je le disais, ne concerne pas que l'univers de la mode, mais considère en fait l'ensemble de différents acteurs, parce que le textile, on le retrouve partout. On le retrouve aussi bien dans l'équipement industriel, des voitures, des avions, dans l'ameublement. Donc, si on raisonne textile au sens global, oui, effectivement, il y a de la pollution, c'est vrai, que les uns et les autres sommes en train de prendre en main. Donc, avec ce souhait de dire comment on fait les choses différemment. Et donc, l'outil digital est une des possibilités pour pouvoir travailler notamment au niveau du prototypage. Parce que, comme l'a dit Christophe dans son explication, lorsqu'un prototype doit être réalisé à partir du design d'un styliste, effectivement, il y a donc ces étapes de patronage. Il faut savoir donc dessiner un patron. Donc ça, c'est le travail de la modéliste qui ensuite, pour faire visualiser le produit, doit sortir un prototype physique. Donc ça veut dire effectivement couper dans des matières, aller chercher des composants et réaliser un modèle pour déjà permettre de visualiser dans un premier temps si la création correspond donc à l'attente du client ou à l'attente de la marque. Et ça, en fait, c'est du temps pour les modélistes, c'est du temps pour les designers, c'est du temps pour le façonnier, et ça a également un coût. Et la complexité, en fait, c'est que souvent, l'entreprise, notamment qui fabrique les prototypes, est amenée à en faire plusieurs fois. Et ça veut dire que chaque étape est consommatrice de temps, de sélection matière et de matières qui ne seront pas forcément celles définitives. Ça veut dire qu'il faut aller peut-être utiliser des stocks, utiliser de la matière disponible. En plus, on a des notions dans notre métier où il faut aller vite. Et parfois, certains clients n'arrivent pas à visualiser, n'arrivent pas à se projeter, à prendre une décision tant qu'ils ne voient pas le vrai produit, c'est-à-dire dans la vraie matière, la vraie couleur, la vraie finition. Et ça, industriellement, dans l'activité textile, c'est très lourd. Et c'est ça, en fait, qui est coûteux et qui est consommateur d'énergie et qui, effectivement, par rapport aux contraintes de développement durable, en fait, a un impact sur l'environnement. C'est que pour rien que la création d'une matière, ça nécessite 40 étapes avant d'avoir parfois une matière entre les mains. Voilà, parce qu'il y a une matière est issue d'une fibre à l'origine qui va être naturelle ou synthétique. On le fait en fil. D'un fil, on en fait un tricot ou un tissage. Ensuite, ça passe en teinture et ça passe avec plein de traitements différents qui permettent d'obtenir la matière finale qui va correspondre, donc, notamment quand on est dans un vêtement de travail. Il peut y avoir des contraintes liées à, comme disait Noémie, il faut peut-être que le tissu apporte de la chaleur par moment, permette de respirer à d'autres, peut-être soit anti-feu, peut-être soit évite de transpirer. Donc voilà, il y a toutes ces notions-là qui font d'ailleurs que le secteur textile est passionnant parce qu'il y a énormément d'innovation en permanence. Donc là, l'intérêt, c'est de se dire ce qui est en train de se passer en termes d'innovation, c'est cette possibilité d'utiliser des outils 3D. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui permettent donc de faire visualiser des modèles, de créer
et effectivement d'éviter de faire un prototype physique avant que le client donne déjà un premier OK. Et une fois que le client est OK à partir de ce prototype, le fabricant peut partir en modélisation et sortir un vrai modèle. Et il aura peut-être à faire qu'un seul modèle physique de validation avant de partir ensuite en production. Voilà, et tout ça a des étapes différentes pour intégrer, donc ça va être un travail entre le styliste et la modéliste. Donc voilà, des métiers innovants, des métiers qui sont nouveaux, où il y a de la culture à apprendre. Il faut aussi avoir envie de travailler sur des logiciels. Il y a voilà, une importance qui est donnée à la matière, la caractérisation de la matière. Donc ça, c'est également un point important. Lorsqu'on travaille en 3D, il faut savoir sur quelle matière on va vouloir travailler et il faut l'intégrer dans le logiciel qui ensuite va permettre de donner un tombé juste par rapport à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Et je vous le montrerai également dans la petite vidéo qui suit. Au CETI, comme on est un centre d'innovation, on travaille sur la possibilité d'utiliser la réalité virtuelle pour permettre à des stylistes et des modélistes de travailler entre eux, de se donner des indications, voilà, à partir d'un modèle réalisé en 3D. On a une palette de couleurs dans la main, un pinceau dans l'autre, et il y a possibilité, grâce à un casque que l'on porte, hein, bien sûr, sur ses yeux, tel que vous pouvez le connaître, il y a possibilité donc d'annoter un produit, de donner des indications, et comme ça de pouvoir, Noémie a d'ailleurs parlé de co-création, de collaboration. L'objectif, c'est de donner des nouveaux outils qui permettent d'aller pour travailler de façon différente et de travailler de façon le plus visuelle possible et de travailler en collaboration. Donc, tous ces projets sont en test. Ce ne sont pas des logiciels qui existent sur le marché actuellement, mais qui font partie de projets d'innovation que notamment on soutient au CETI et donc que l'on teste auprès de marques et de créateurs. Je vais vous montrer une illustration rapide donc de nouveau travail de la part de modélistes et de stylistes. Donc là, vous voyez en fait on appelle ça, donc c'est un logiciel qui s'appelle Clo. Donc là, c'est une illustration qu'on a travaillé entre, donc vous voyez avec la marque Petit Bateau, où très très rapidement, là, c'est en accéléré, vous voyez qu'on peut changer les tissus, les couleurs, que l'on peut même faire un petit défilé à la fin pour présenter aux clients, par exemple, ce que ça peut donner. Ça permet aux stylistes, voilà, de visualiser la collection. Et grâce à la réalité virtuelle, comme vous pouvez le voir, voilà, on a la possibilité de demander un avis à un client, à une équipe en interne, de s'assurer en fait que le travail de la designeuse correspond bien au mood board, aux tendances qui ont été présentées. Donc voilà, par exemple, des outils qui pourraient être en collaboration entre Noémie et puis Christophe, par exemple, et se dire, Noémie est basée à Lille, Christophe est basé en région Rhône-Alpes, proche de Lyon. Ça leur permet à distance de travailler comme ça sur des outils très visuels qu'ils ont et de décider ensemble et puis de faire valider à l'entreprise Orchidée si c'est bien ça qu'est souhaité et de pouvoir avancer très vite. Et tout ça passe par des décisions pour éviter donc de faire des ultimes prototypes, sachant que donc ces outils 3D permettent de faire également les gradations et de faire toutes les adaptations, de mettre les logos comme vous avez vu, et donc de changer les matières, les couleurs et les formes. Et surtout de l'adapter au volume que l'on souhaite. Là. Donc là, voilà, vous avez un exemple dans le métier. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, au niveau des modélistes, lorsqu'elles travaillent, donc c'est important pour elles d'avoir ce qu'on appelle des bases de patronage, comme l'a dit Christophe, c'est-à-dire que la modéliste a sa base de dessin, comme il a parlé d'emboîtement en fait, des différentes pièces. Elle a son dos, son devant, ses manches, ses poignets, son col. Et après, elle peut jouer
avec donc ces différents éléments. Et puis, elle peut également vérifier par rapport à un prototype qui est reçu, qui est fabriqué. Il y a une interaction en fait entre l'outil 3D et l'outil 2D, le patronage 2D qui sert à faire donc les modèles, et en fait de faire les ajustements entre de l'essayage et de la visualisation 3D. Et toutes ces actions en fait permettent, parce qu'il y a quand même des études, c'est du concret, hein, ça ne sort pas, c'est pas que de la théorie, donc il y a vraiment des tests qui sont faits et qui permettent de dire, par exemple sur un t-shirt, une fois qu'une modéliste, une styliste ont bien leur base, et à partir d'un patronage qui existe, qui est récupéré, on va mettre 18 minutes à faire une nouvelle proposition de création, là où avant, il fallait quand même le temps de faire toutes les étapes, comme on vous l'a expliqué dans le process, il faut 3 semaines. Voilà, parce que la matière peut être à un endroit, il faut passer du temps, il faut le planifier, ça s'organise. Donc là, voilà, pour une chemise, on va mettre 30 minutes au lieu de mettre 1 à 2 mois, parce que comme l'expliquait même Christophe, un prototype peut être fait par exemple sur place en France, mais peut être fait dans un autre site, dans un autre pays. Donc voilà, il peut y avoir aussi des temps, et puis ça amène des coûts, parce que donc on intègre des temps de transport. Et effectivement, par rapport à nos approches de contraintes de développement durable, l'objectif c'est de visualiser un maximum d'informations pour pouvoir prendre des décisions et que tout le monde sache de quoi on parle et soit d'accord avec donc cette importance, comme vous êtes, d'intégrer donc dès l'amont une illustration visuelle qui permette d'uniformiser les décisions. Cette digitalisation, donc un petit peu en résumé au service du développement durable, ce qui est important, qui interpelle actuellement les entreprises qui sont très sensibles à je veux dire, cette possibilité comme ça de jouer entre la création, la validation et le gain de temps et de coût. Donc, en amont, on se dit, voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre le besoin du consommateur. Noémie a bien insisté dessus. Donc, on peut intégrer donc, le consommateur en co-création. Donc, illustrer les produits par cette visualisation 3D. Ce qui est également important et qui fait actuellement beaucoup de sens et ce qui donne de la force aux marques, Noémie a également bien insisté dessus, c'est l'importance des matières. Christophe a également parlé de 37.5 qui sont des nouvelles, des matières qui sont innovantes. Ça, c'est important en termes de critères de différenciation dans le métier. Il faut également savoir éco-concevoir les produits. Éco-concevoir, maintenant, c'est répondre aux contraintes de développement durable en se posant les questions. Donc, Noémie l'a montré dans son schéma, c'est comment, dès le début, quand on crée un modèle, on se pose la question de savoir quelle va être la fin de vie, comment on va récupérer ce produit, comment il va être recyclé, est-ce qu'on va pouvoir le transmettre à quelqu'un, est-ce que la qualité du produit va permettre de faire en sorte qu'il dure, qu'on puisse le laver effectivement plusieurs fois et qu'il puisse être transmis sans avoir besoin de refaire, et donc même pas ce sentiment, mais cette réalité de pollution de planète qui existe parce qu'effectivement, on a été amené à concevoir, à créer, à produire sans savoir suffisamment anticiper en amont. Et ce qui est important, donc, c'est de maîtriser les taillants pour éviter les retours, c'est-à-dire pour une entreprise. C'est vrai, quand on parle de gradation, c'est-à-dire qu'on va s'habiller de la taille S, M, L à XXL ou du 36, 38 au 44, il faut que cette notion de confort qu'a évoquée Noémie, elle se retrouve pour tous, à tous les moments. Voilà, donc on est amené à faire des prototypes, à les monter physiquement. La 3D peut permettre de valider certaines choses, comme je vous l'ai montré pour la chemise, avant de se lancer, de couper, de tailler, de monter les produits. Voilà, donc toute cette notion en parallèle, bien sûr, de la création, il y a un aspect économique, parce que toute entreprise a donc une action quand même de résultat social, environnemental et économique. Donc, il faut savoir comment réduire les coûts, gérer le juste à temps.
tout ça, accélérer la logistique parce qu'il y a toujours besoin de mettre à disposition pour le client les éléments en temps et en heure. Il faut voilà, prendre des nouvelles décisions pour pouvoir diminuer ses stocks de matières, ses stocks de produits invendus, de produits inutiles, de produits qui peuvent être, ou de déchets également, c'est-à-dire de vêtements qui à un moment donné n'ont plus d'usage et qu'on retrouve enfouis actuellement dans nos sols en France, envoyés à l'étranger, voilà, dans des endroits où même les personnes ne savent même plus quoi en faire. Et ce qui est important au niveau des entreprises également, c'est de mettre en place cette économie circulaire, donc qui permet d'intégrer dès l'amont donc ce travail qui permet donc de gérer nos ressources naturelles et puis de vivre dans un meilleur environnement avec donc cet accompagnement jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc, ce que l'on souhaite vous montrer par chacun par nos métiers, c'est de montrer que grâce à l'innovation en fait vient s'appuyer sur les métiers traditionnels. Et là, en fait, je vous l'ai illustré par une grande créatrice qui s'appelle Chantal Thomas, qui, à l'occasion d'une présentation que le CETI a fait à un festival des créateurs à Dinan l'an dernier, a accepté, vous voyez, et ce qui n'est pas évident, parce que vous vous souvenez, cette femme a déjà un certain âge, et elle a accepté de faire ce test en réalité virtuelle et de voir, en fait, on l'a fait dessiner, donc, et elle nous a refait son croisillon, en fait, on lui a demandé de tester l'outil et puis, bien sûr, d'avoir son retour d'expérience. Et grâce à cet outil, voilà, de montrer qu'il y a possibilité de créer, de collaborer, d'échanger, de se comprendre entre créatifs, mais également entre marques et clients, voire consommateurs final. Donc un jour en magasin, on peut imaginer qu'on mette à disposition auprès de consommateurs ce type d'outils et de les faire réagir ou de leur demander de créer leur propre modèle ou d'adapter des personnalisations à des modèles existants. Et donc, voilà, de donner de nouvelles ouvertures à nos métiers et à nos produits textiles tels qu'on les connaît actuellement. Oui, donc voilà, vous encourager à vous dire que le secteur textile est un secteur d'innovation et vraiment dédié à des métiers créatifs qui évoluent. Donc, bienvenue à vous et nous sommes ouverts à vos questions. Du coup, je vais reprendre la parole pour répondre à des premières questions qui ont été posées via le chat. Donc, ça nous concerne tous les trois, Fabienne et Christophe. Donc, je vais pouvoir vous relayer les questions. Il y a Mathias qui pose la question est-ce qu'on peut lui rappeler le nom du logiciel de modélisation, Fabienne? Clos 3D, dans l'illustration que j'ai montrée, dédiée aux designers de préférence. Ok, merci. Du coup, il y a aussi Christophe qui nous demande si il pourrait envisager une collaboration avec l'ESAT. Donc, moi, j'ai fait une année de mise à niveau à l'ESAT, qui est une école d'art appliqué. Alors, il y a tous les BTS d'art appliqué, que ce soit de l'architecture, du design graphique, du design textile, donc le design textile associé à la matière. Et le BTS design de mode qui est associé à la forme, donc au produit et à la mode, du coup, lui, se passe au lycée Sévigny à Tourcoing. Je pense que les équipes pédagogiques seront ravies de créer des ponts, des collaborations entre écoles. Donc, il ne faut pas hésiter soit à revenir vers nous pour moi, je peux donner les contacts, ou alors directement contacter les écoles. Je pense que ce genre de projet est toujours très riche en termes d'innovation. Donc, on reste dans le sujet.
On avait d'autres questions. Alors, Kelly nous demande si il y a des logiciels ou des applis gratuites pour que les élèves puissent utiliser et s'initier au design textile. Très grande question. Moi, j'utilise beaucoup Illustrator et Photoshop, mais qui sont des logiciels un petit peu plus professionnels, qui ne sont pas toujours accessibles parce qu'il y a des licences. Après, je ne sais pas si Christophe et Fabienne, vous avez des idées sur des logiciels qui pourraient être utilisés. C'est vrai que nous, en termes de style, on est pas mal aussi sur du crayonné, mais effectivement, sinon, Illustrator reste quasi un incontournable dans la création graphique. Je réponds la même chose, effectivement, pour Illustrator, en fait, est un outil effectivement performant et qui permet d'aller très loin, dans le sens où on peut faire à la fois la création de modèles et à la fois donc ces planches de création, donc, qui permettent également de visualiser très vite la création des stylistes, donc, et de la gestion d'images également. C'est vrai que le dessin à la main, finalement, c'est toujours ce qu'il y a de plus facile et moins onéreux pour démarrer et mettre en place son idée très vite en 2D. Je passe à la question d'Estelle qui me demande du coup si je gère uniquement la partie style et imprimé et pas forcément la gradation. Donc, tu as bien compris, Estelle. Moi, en fait, je suis vraiment sur la partie générer des idées. Donc, stimuler la créativité, m'inspirer des tendances du marché pour proposer un dessin de style. Je ne fais pas la gradation ni le patronage parce que ça, c'est le métier de la modéliste, comme Fabienne avait un petit peu expliqué, et que moi, je trouve intéressant justement cette collaboration. Et c'est pour ça que je voulais pas... Enfin, j'ai des bases et je sais le réaliser, mais j'aime beaucoup travailler à 2 cerveaux, à 3, à 4 cerveaux, parce que en fait, des fois, on est trop dans son dessin et on ne voit plus les petites particularités. Et je trouve ça toujours très intéressant. Par contre, je fais souvent une étape entre les deux, ce que j'appelle créer des monstres. Des monstres parce que c'est pas toujours très beau à regarder, mais l'important, c'est tout de suite passer son idée 2D à quelque chose de 3D pour comprendre si voilà, on a oublié comment on va associer les parties, on a oublié, enfin, on veut très vite voir le rendu que ça pourrait prendre et corriger son idée parce qu'on n'a jamais une idée parfaite du premier coup. Il y a Guillaume qui nous demande si... Ah ben non, il nous indique qu'ils sont ouverts à des collaborations, donc parfait. On va faire naître plein de collaborations grâce à ce webinaire. Moi, je vous invite vraiment parce que la complémentarité, par exemple, de nos 3 métiers avec Fabienne et Christophe, finalement, si on ne se rencontre pas et si on crée dans notre bulle, on ne peut pas innover. Parce qu'en fait, on a vraiment besoin d'aller voir ce qui se passe chez les autres, de savoir comment chacun travaille pour finalement des fois poser des questions bêtes, parce qu'elles ne sont jamais bêtes en vrai, mais ça permet de se poser une question et de changer les lignes. C'est pour ça qu'on dit dans le design, on fait souvent un pas de côté. Donc, on regarde le problème, mais en faisant un pas de côté pour se rendre compte qu'en fait, il y a des solutions faciles qui peuvent être mises en place. Et je pense que ça, c'est vraiment la rencontre des acteurs qui permet l'innovation. Et une innovation réussie, moi étant du secteur métier, en tant qu'ex-directrice de collection et je veux dire chef de produit plus, je dirais qu'en fait, l'innovation a du sens en s'appuyant sur les métiers et la connaissance métier. Voilà, donc on est également un bon designer, par exemple 3D, si on connaît bien le métier 2D. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir du métier de départ. D'où, comme dit Noémie, cette complémentarité entre chacun de nos métiers à tous les 3. Ok. N'hésitez pas si vous avez encore quelques petites questions, on est à votre disposition, donc n'hésitez pas. J'en profite en tout cas pour aussi donner des actualités sur le projet que je vous ai présenté, donc sur la blouse médicale
qui est en cours d'essayage auprès du client. Pour vous montrer aussi que une idée, ça se travaille et que le processus est très itératif, on s'est rendu compte à force de le laver, donc on l'a testé en lavage, donc on a fait plus de 20 lavages, et en fait que la matière, elle perdait un petit peu sa couleur. Et donc, du coup, ça, c'est une phase hyper intéressante parce que sur les dessins, on veut toujours marquer que dessiner que tout va bien se passer, mais le processus de création demande de tester, de revenir sur, de recommencer certaines étapes. Et justement, avec Christophe, on est en train de retravailler sur une sélection de matières, réfléchir à une nouvelle technique d'impression qui permettrait de corriger cette perte de couleur. Donc voilà, même tous les professionnels ne trouvent pas la réponse idéale au départ. Et ça, c'est intéressant à comprendre que c'est cette itération, c'est le fait de recommencer, de tester, de se rendre compte que son idée a une limite, qu'on peut justement pousser l'innovation encore plus loin et s'assurer que dans l'usage, que le client soit content, qu'il le lave 10 fois, 20 fois, 150 fois. Donc, c'est un travail qui continue avec Christophe. Effectivement, pour rebondir sur ce que dit Émilie, c'est important d'avoir toutes les données d'entrée parce qu'on peut concevoir un très joli vêtement, un style, une conception qui soit très sympa, mais si pour autant on n'a pas la finalité de l'entretien, ce qui a été joli au début va devenir malheureusement moche au final, il ne répondra pas aux attentes du client. Donc, d'où l'intérêt de partager les connaissances avec le CETI pour cette partie technique, la partie stylisme de Télaï, Noémie, et puis après la mise en application, on va dire la mise en musique, après au niveau de la partie fabrication. On a une petite information qui est diffusée par Christophe, du coup, comme quoi il travaille sur des tissus connectés. Je pense que ça va intéresser Fabienne. Tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu, Fabienne? Moi, vous parlez des tissus connectés? Ouais, ça permet d'introduire un autre sujet d'innovation. Alors là, c'est une vaste question. Je ne sais pas s'il y a une question précise par rapport aux tissus connectés. Au CETI, on a été amené à travailler sur différents sujets. Les tissus connectés, par exemple, actuellement, peuvent répondre à des usages liés à la santé, notamment, je vois dans le cadre hospitalier, au niveau des enfants ou des personnes âgées, avec donc des couvertures grâce à un fil en fait qui est réactif et qui est capable de réagir à des décalages de chaleur, de température du corps, et qui permet de mettre en alerte les équipes médicales lorsque par exemple la couverture change de couleur parce que la température du corps baisse, par exemple, et ça veut dire qu'il y a une déficience au niveau de la personne qui ne peut pas bouger, donc qui peut être un bébé ou une personne, par exemple, dans un EHPAD, ou une personne âgée, ou quelqu'un qui ne peut pas bouger. Donc là, il y a des études qui sont réalisées, qui sont même commercialisées. Et donc, l'objectif, c'est que ça fonctionne, bien sûr, là, ça fonctionne avec un principe de batterie, de connexion relayée à une batterie. Idéalement, c'est de travailler sur des fils qui soient complètement autonomes, où on puisse éviter d'utiliser de l'électronique. Et voilà, donc les smart textiles ou les textiles connectés actuellement performent dans le secteur militaire, dans le secteur médical et dans le secteur du sport. Donc, voilà, il y a des choses intéressantes. Merci voilà. Fabienne. Du coup, j'ai une petite dernière question de Pascal qui demande s'il y a une Tissutech ouverte au CETI. Grande question. Alors, Pascal, vous êtes le bienvenu. On a une Tissutech. Elle peut être, elle peut être consultée et adaptée à un besoin. Super. Du coup, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions.
vous avez eu d'autres informations sur le chat, vous avez nos contacts, donc s'il y a d'autres questions un petit peu plus précises, il ne faudra pas hésiter. Je pense que Fabienne comme Christophe seront à votre disposition aussi pour répondre à d'autres questions. Je tiens à vous remercier tous d'avoir participé. Merci à Fabienne et à Christophe d'être intervenus. Et je vous laisse peut-être dire un petit mot, Fabienne et Christophe, si vous le souhaitez aussi, pour conclure cet échange. Alors, donc, merci également à tous. Comme voilà, nous sommes au CETI, donc comme je vous disais, basé à Tourcoing, à votre disposition pour répondre à des questionnements liés à l'innovation matière et à l'innovation produit-développement. Voilà, le CETI est un centre, comme je vous disais, de recherche, d'innovation, et notre métier, c'est d'aller trouver des nouvelles solutions ou des réponses appuyées sur des choses existantes. Voilà, je ne peux que vous encourager, oui, à prendre contact avec nous et à voir ce qu'on peut, comment étudier un nouveau sujet ensemble. Et pour ma part, effectivement, l'avantage du textile, c'est que c'est un des plus vieux métiers du monde, mais à la fois un des plus modernes, parce qu'on parlait des textiles intelligents, des textiles innovants. On est aujourd'hui sur le développement durable de plus en plus. On travaille notamment, nous, avec un tissu qui est issu des déchets plastiques récupérés en mer. Donc, on est complètement dans une économie et quelque chose de circulaire. Et on a aussi des technologies aussi qui permettent de récupérer les anciens vestiaires des clients pour les transformer en objets usuels, qui peuvent être des plateaux repas dans la restauration collective, des panneaux d'isolation phonique, ce qui a notamment été fait à l'aéroport de Lille, donc avec d'autres vocations. C'est utilisé également dans l'automobile pour faire de l'isolation dans les capots de voitures ou dans les portières. Donc voilà, quand on disait que le textile est présent partout, c'est réellement le cas. Et voilà, on a encore un bel avenir par rapport à tout ce qu'on peut faire en textile. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée et vive le textile. 3, 2, 1. Here we go!